Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde que nous avons intitulée Face à la crise écologique, il faut une géologie morale et politique. Alors, nous nous sommes rendus compte, une fois que tout était parti au programme, que rien ne mentionnait Beyrouth dans ce titre, alors que, vous allez le voir, c'est finalement à partir notamment de l'exemple de Beyrouth que nous allons réfléchir à cette curieuse injonction. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une géologie morale et politique? Donc, moi, je suis Éric Verdeil. Camille dira quelques mots tout à l'heure pour me présenter, mais je vais commencer en introduisant justement le parcours de Camille Amoun, qui est franco-libanais, qui est à la fois donc un écrivain, et c'est à ce titre qu'il intervient aujourd'hui, mais qui est aussi un professionnel, un spécialiste des questions de développement urbain et plutôt de développement durable dans les villes, si c'est possible. Notamment, c'est pour lui d'autant plus un paradoxe que lorsque nous nous sommes rencontrés, justement, il travaillait à Dubaï comme consultant ou conseiller auprès du conseil exécutif de Dubaï, c'est-à-dire le gouvernement de cette cité-État, chargé justement de réfléchir à la possibilité et aux manières de mettre en œuvre des politiques urbaines, écologiques ou environnementales à Dubaï. Donc, ouais, tout un paradoxe. Alors, l'objet de la table ronde n'est pas Dubaï, mais c'était important de situer Camille dans dans cette trajectoire, avec, parce que bon, on s'est rencontrés dans ce contexte-là, moi travaillant sur les villes du Proche-Orient et du Moyen-Orient, mais en fait, très vite, nous nous sommes rendus compte que Beyrouth était quelque chose qui nous tenait fortement à cœur. Et en fait, Camille a terminé en fait sa carrière, sa trajectoire professionnelle à Dubaï en 2018. Il a écrit un livre sur un roman sur Dubaï. Alors le roman s'appelle Ougarit. Ougarit, c'est le nom d'une autre ville du Moyen-Orient, mais c'est le roman de Dubaï. En fait, c'est un roman qui est paru en 2019 chez l'éditeur Inculte, un roman très intéressant, dont justement quelque part l'esprit de Dubaï est le personnage d'une certaine manière, enfin le personnage disparu après lequel on court. Et donc dans ce roman assez fascinant, Camille s'est imposé comme un écrivain de la ville. D'ailleurs, ton livre a obtenu quelques temps après, le Grand Prix du livre de la ville. Écrire la ville, le prix. Écrire la ville. Voilà. Puis tu es rentré à Beyrouth. Et d'ailleurs, le livre Ougarit se termine en fait à Beyrouth. Là, tu t'es réinvesti dans la vie libanaise et tu as confirmé ta trajectoire d'écrivain en écrivant un petit roman ou plutôt un petit texte qui s'appelle Octobre Liban et qui revient sur ce qu'on a appelé au Liban la révolution en octobre. Donc c'est une autre révolution d'octobre, mais c'est une révolution qui, quelque part, n'a pas tenu ses promesses, peut-être comme toutes les révolutions et peut-être comme l'autre révolution d'octobre aussi. Mais donc ce livre revient à travers une marche dans la ville sur les différents lieux de la révolution que Beyrouth a connue, a vécue. Donc à la fois ton enthousiasme et certaines justement de ces déceptions. Et puis, troisième livre, ce petit livre qui s'appelle Subsidence, qui est publié chez Terres Urbaines, paru l'année dernière, et qui nous propose justement une réflexion sur la base d'un concept géologique. Une subsidence, ça veut dire c'est l'affaissement, hein, l'affaissement de la terre dans un milieu meuble et généralement soit sous la terre, soit sous... Voilà. Donc, typiquement, les deltas aujourd'hui sont des zones subsidantes. Il y a des villes qui sont des zones subsidantes. On parle de Jakarta, par exemple, à cause du poids des immeubles. Mais ça peut être aussi des causes géologiques. Ça peut être aussi une combinaison de causes géologiques et de montée du niveau de la mer. En tout cas, dans cet ouvrage, voilà, Camille nous propose de réfléchir à la notion de subsidence à partir d'un exemple paradoxal qui est Beyrouth.
Et donc, c'est de ça dont on va parler. Mais d'abord, je te donne peut-être... Alors Eric, oui, on s'est rencontrés à Dubaï, c'est vrai, mais nos conversations ont surtout tourné autour de Beyrouth. Eric est professeur de géographie et d'études urbaines à Sciences Po. Il est chercheur aux séries Sciences Po CNRF. Il a longtemps vécu à Beyrouth, qu'il connaît très bien, mieux que beaucoup de Libanais d'ailleurs, puisqu'il la regarde, il la traverse, il l'étudie de manière un peu différente, avec un regard extérieur, mais progressivement, ce regard a été de plus en plus intérieur. Il a collaboré avec l'Institut français du Proche-Orient et l'Académie libanaise des beaux-arts à Beyrouth. Il a publié un atlas des mondes urbains en 2020 et 2 atlas sur le Liban. Sa thèse de doctorat a porté sur la reconstruction de Beyrouth et elle est d'autant plus d'actualité qu'à l'heure où on parle, Beyrouth est en train d'être détruite pour la 4e fois depuis la fin de la guerre du Liban en 90. Et donc, comme les guerres ne sont pas éternelles, elle va probablement être reconstruite, mais comment? Et voilà. Donc, c'est le travail d'Éric sur les reconstructions de Beyrouth. Mais Eric a aussi une relation avec Martigues, où il est né, tu es né, où tu as vécu en tout cas longtemps, et qu'il connaît bien. Et il a envie de faire écho aujourd'hui entre Martigues et Beyrouth. Et entre Martigues et Beyrouth ont plusieurs points communs. Elles ont la Méditerranée en commun, elles ont Éric Verdeil en commun, et elles ont aussi un certain Michel Écochard, dont Éric parlera, et qui est très présent à Beyrouth aussi. Oui. Alors, avant qu'on en revienne, comme ça, qu'on fasse le tour de la Méditerranée, on va partir de cette proposition que tu nous fais dans ton livre, Subsidence. Donc, la question, c'est un petit peu de se demander qu'est-ce que ces concepts, ces notions qui viennent de la géologie, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire de l'histoire, hein. On est dans une période aujourd'hui, on parle de l'Anthropocène, et l'Anthropocène, c'est un moment où, quelque part, l'histoire humaine vient façonner la géologie, et inversement, où les questions géologiques deviennent structurantes dans l'histoire humaine. Donc, Camille, qu'est-ce qui t'a conduit à utiliser cette notion géologique, qui n'est pas une notion très familière, hein. Comment tu t'en sers pour justement réfléchir à Beyrouth et au-delà, à d'autres villes au-delà de Beyrouth? Alors, je vais vous lire déjà la définition du littré de la subsidence, qui est un concept de géologie. Subsidence, substantif féminin, terme de géologie, action de descendre en dessous du niveau, affaissement. Et donc, c'est cette définition qui, au fur et à mesure de ma vie beyroutine et des multiples drames et catastrophes que Beyrouth a vécu durant les 50 dernières années et qui s'accélèrent, m'a fait réfléchir à cette question de résilience. Tout le monde nous dit que les Libanais sont résilients, que Beyrouth est résiliente, qu'elle se reconstruit. Et c'est un mythe qui remonte à l'Antiquité. En 551, il y avait l'école de droit romain de Beyrouth, qui était un centre éducatif et juridique fondamental dans l'Empire, en tout cas dans l'Empire d'Orient, qui a été détruite par un tremblement de terre. Et tous les grands professeurs de droit ont quitté Beyrouth à cette époque-là et sont été à Constantinople. Et donc, c'est une des premières destructions. Et donc, le mythe du phénix et de la reconstruction éternelle existe dans la mythologie beyroutine, en tout cas. Le phénix, la résurrection, les poètes, les écrivains, tout le monde s'est emparé de ce thème. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que le 4 août 2020, avec la grande explosion du port de Beyrouth, c'est ce mythe de la résilience dans l'esprit des Libanais qui s'est effondré, et ils sont passés à autre chose. Et ce que je propose ici, c'est justement, comme la résilience est passée de la physique aux sciences humaines, en physique, un matériau résilient est un matériau qui reprend sa forme après un choc, la subsidence, je propose de décrire une situation où nous ne sommes pas résilients. Et donc la subsidence, cet affaissement irréversible des sols, est peut-être ce que je propose dans ce petit livre, qui est une fiction, qui est une nouvelle, de faire passer des sciences dures, donc de la géologie, aux sciences humaines. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un, qu'une ville qui est subsidante? Peut-être que je...
un petit peu quelques mots d'introduction, 2 minutes, pour mettre un petit peu le public, lui faire entendre ce que tu mets derrière ces mots. Et donc, je vais vous lire les 2 premières pages de cette petite fiction, et donc pour vous montrer comment, à travers la littérature, et on verra plus tard l'art, donc une esthétique artistique, j'essaye de faire passer, et d'autres essayent de faire passer ces notions de la géologie à l'humain en passant par l'art. Elle ne reconnaît pas ce corps dont elle voit le reflet dans la psyché. Elle n'a plus vu de corps nu depuis longtemps. Alors elle ne sait pas si ça ressemble à ça, un corps de 50 ans. Elle constate le flétrissement des peaux, l'affaissement des chairs. Elle est là, l'implacable, l'inexorable subsidence. Elle pense aux terres du delta du Mississippi, qu'elle a parcouru bien des années plus tôt, des terres prises au bayou sur lesquelles des hommes ont décidé d'établir une colonie de peuplement, une colonie qui s'enfonce dans le sol meuble. Ils construisent des villes qu'ils veulent éternelles, mais elle sait, elle, qu'à l'échelle du temps, elles ne leur survivront que d'un éclat. Elle pense aux pieux en bois de chêne qui, dans leurs gangs de boue, se plantent dans les profondeurs de la lagune et qui soutiennent les marbres des palaces de Venise. Elle se souvient d'avoir plongé dans les eaux troubles d'un canal pour observer cet ingénieux mais pathétique bricolage qui ne durera que quelques siècles tout au plus. Elle pense aux villes qui s'enfoncent, aux fissures dans les murs, aux crevasses dans les routes, aux beffrois qui se penchent, aux cathédrales qui gîtent. Elle pense à celle de Mexico, construite sur un lac asséché, comme toute la ville d'ailleurs, qui s'enlise dans le sol limoneux, mais de manière inégale, au sud plus qu'au nord, menaçant la cathédrale métropolitaine de se coucher sur le flanc, comme les navires d'Aral où la mer s'est asséchée, bu par une agriculture sans lendemain. Mais une cathédrale, ça ne se couche pas. Ça se lézarde, puis ça s'écroule. Elle se souvient de sa participation aux travaux de soutènement et des puits de béton censés éviter le naufrage du bâtiment, mais qui ne sont, comme les piliers de Venise, que d'anecdotiques victoires sur le temps de la terre. Elle pense à Beyrouth, qui, bâtie sur un roc, ne s'enfonce pas dans le sol, mais dans les boues épaisses du delta d'un grand fleuve. Le grand fleuve du monde qui charrie tous les travers de notre civilisation contemporaine. Sous les pieds des Beyrouthins, ce sont les fondements même de notre société qui s'effondrent. Son sol se liquéfie. Si le littré définit la subsidence comme l'action de descendre au-dessous du niveau, alors Beyrouth et les Beyrouthins sont aujourd'hui sans aucun doute subsidants. Merci Camille. Et donc... Si vous êtes intéressé par des lectures par Camille de son œuvre, vous trouverez sur Internet, sur YouTube, une magnifique lecture d'un des chapitres de sa marche dans Beyrouth que je vous recommande de chercher aussi. Alors, donc, tu l'as dit, Beyrouth, c'est un lieu d'épave, c'est un lieu marqué par ces épreuves de l'histoire qui, en quelque sorte, viennent constituer une nouvelle couche géologique. On pourrait peut-être illustrer ça à travers... Alors, oui, alors Beyrouth, quand on parle de subsidence, on parle forcément de sédimentation. Et quand je passe de la géologie à l'humain, à l'histoire, à la ville, à la vie, il y a une sédimentation des drames à Beyrouth. Et quand on parle de sédimentation, c'est-à-dire qu'un drame chasse l'autre sans avoir été travaillé de manière peut-être thérapeutique ou de manière sur la mémoire. Il n'y a pas de travail de mémoire. Et donc, un drame chasse l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, la guerre qui se passe pendant qu'on parle en ce moment nous a fait oublier le grand drame du 4 août, qui lui-même nous avait fait oublier le drame précédent, qui était les grandes pénuries de 2020, etc., etc. Je ne vais pas revenir, ça dure depuis 50 ans. Et donc, chacun de ces drames, chacune de ces catastrophes qui se sédimentent dans les corps, dans les esprits des Libanais, mais dans la ville de Beyrouth aussi, laisse des traces. Donc, j'ai identifié 6 épaves. 6 épaves qui sont des bâtiments, des monolithes, qui sont des mémoriels, qui sont imprimés dans la mémoire des Libanais. Tous les Libanais les reconnaissent. Un peu comme un grand mémorial à la mémoire de cette grande catastrophe ou des multiples grandes catastrophes. Ce sont des bâtiments qui sont tellement grands qu'ils sont trop chers pour détruire, trop chers pour réhabiliter. Et bon, il y a la grande question de la mémoire. Est-ce qu'on veut les réhabiliter puisqu'ils représentent tellement de choses ?
Je vais vous les montrer. Donc là, il y a le Holiday Inn, guerre civile, la Tour Mor, guerre civile, l'œuf qui est en plein centre-ville, qui est un centre commercial ou qui a été un centre commercial aussi qui nous rappelle la grande guerre du Liban. La compagnie d'électricité du Liban qui a été détruite par l'explosion, mais qui représente le cœur, et Eric pourrait en parler pendant des heures et des pages, le cœur du système de corruptocratie du Liban et de la classe politique qui nous a conduit aux multiples catastrophes auxquelles nous sommes. Et puis, je vais m'attarder un peu plus sur deux de ces épaves. Là, ce sont des tétrapodes ou des acropodes ou des dolos, on les appelle, ils ont plusieurs noms. Et c'est une péninsule à l'extrême ouest de la péninsule beyroutine, qui est le dernier lieu sauvage de Beyrouth, avec une biodiversité et une diversité sociale et sociologique très intéressante et très intense. Et si on peut passer à la slide suivante, comme ça on voit un peu géographiquement où elle se situe. Et ça, ce sont les tétrapodes qui sont entreposés sur cette péninsule. Elle est immense, vous voyez, pour avoir une idée de l'échelle, il y a l'échelle là. Et donc, il y a eu un projet dans les années 2000-2010 de construire un grand hôtel de luxe sur ce lieu très important pour les Beyrouthins. Et pour une fois, c'est une des victoires, des rares victoires de la société civile sur la classe politique corrompue, la classe affairo-banco-politique. Ils ont réussi à empêcher ce projet grâce à une grande campagne sur le terrain, mais aussi à l'international. Et donc, les tétrapodes étaient censés être utilisés pour renforcer la péninsule, pour pouvoir construire l'hôtel. Et ce petit port de pêche que vous voyez en bas, cette anfractuosité dans la falaise, pour en faire une marina de luxe voilà, pour les yachts. Et donc, ça s'est arrêté là. Le projet a été suspendu. Et ces tétrapodes, ces acropodes, sont là comme un labyrinthe. Et ils représentent, pour moi, un mémorial à la mémoire de la corruption et de la privatisation illégale et intempestive du littoral libanais. Et d'ailleurs, quand on vient, ils sont tellement monumentaux qu'ils ressemblent à un mémorial. Tous les bâtiments, d'ailleurs, dont je parle, ressemblent à des mémoriaux. Mais celui-là, encore plus. C'est un mémorial urbain dans lequel on peut déambuler. Et à mon avis, il devrait être, en tout cas, on est quelques-uns à dire que ces bâtiments font partie de la mémoire et devraient être institutionnalisés comme mémoriaux, mais pas par la classe politique actuelle, puisqu'elle est responsable de ces drames. Donc là, c'est les silos du port de Beyrouth. Ils étaient comme ça, on les a découverts comme ça au lendemain de l'explosion du port. Ça, c'est l'explosion qui était donc la 3e destruction de Beyrouth. Là, on est en pleine 4e. C'est terrible de parler comme ça. Et cette accélération des destructions et des reconstructions, c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'une recherche ou d'une analyse. Et donc, ces silos-là sont un mémorial. Aujourd'hui, les 2/3 de ces silos se sont effondrés suite à l'explosion. Donc là, c'était un an après l'explosion. Il y a un incendie de grains. Là, vous le voyez, l'incendie d'ailleurs à droite. Les grains ont brûlé à cause de leur fermentation. Donc, c'était de l'autocombustion pendant un an. Donc, il y avait une odeur de pain chaud dans toute la ville. Et pendant un an, ils ont brûlé jusqu'à détruire ce qui restait des fondations. Et toute la partie nord des silos s'est effondrée. Et c'est donc ce 4 août qui marque le passage dans l'esprit des Libanais de la résilience à quelque chose d'autre, dont je propose qu'il soit la subsidence. Ces 6 bâtiments, ces 6 épaves sont repris, investis, travaillés, dessinés, sculptés par des centaines d'artistes libanais. Là, j'ai pris juste quelques exemples. Ça, c'est une installation dans la tour Mor. Ils ont mis des rideaux de couleurs sur la tour, dessinés par des dessinateurs. Ça, c'est Mazen Kerbaj, c'est le Holiday Inn. Là, je vous donne que quelques exemples. L'œuf aussi par Mazen Kerbaj. Une planche sur l'électricité du Liban avec une ferme, parce qu'à une époque, il y a eu des poules qui ont été élevées dans le bâtiment par les fonctionnaires. Voilà. Les dolos, donc ça c'est Christian Zahar, architecte, qui a appelé The Angry Dolos, les dolos énervés, en faisant cette intervention, et des sculptures, dont là les silos par le sculpteur libanais Bassam Kyrillos. Là, je vous donnais 6 exemples, une de chaque, mais tous ces artistes et bien d'autres s'approprient en permanence ces 6 sites, soit sur site, soit hors site, en les reproduisant. Et cette planche, pour finir, qui a été dessinée par la dessinatrice libanaise Michelle Stanjowski au lendemain de l'explosion,
et qui dit ce basculement. Nous ne sommes pas résilients, nous ne sommes pas des phénix. Et c'est ce moment de basculement que je décris dans ce livre et qui m'a fait penser à ce terme de subsidence pour le faire passer de la géologie à l'humain. Eric a aussi une vision assez similaire sur certains artistes libanais et j'aimerais savoir ce que tu en penses et comment tu lis le travail, par exemple, de Jej et Haji Touma sur ce thème. C'est pour dire qu'il est utilisé même en dehors de ces 6 bâtiments sur Beyrouth. Oui, alors mes recherches sur la reconstruction ou les reconstructions de Beyrouth m'ont conduit à m'intéresser à des formes urbaines particulières qui sont les remblais de Beyrouth dans la mer. Tout à l'heure, dans l'image qu'on nous a, satellite de Beyrouth qu'on vous a montré, vous avez peut-être vu au nord ces espèces de terre-pleins construits sur la Méditerranée à partir au départ des ruines issues des reconstructions successives de Beyrouth, mêlées à des ordures qui ont été très mal gérées au Liban et donc à un moment donné il n'y avait plus de décharge pour les mettre et donc on les a mises dans la mer et puis on a rajouté du sable, etc. Et donc pour moi les remblais, cette fabrication de nouveaux sols sont finalement une sorte de conséquence, je ne sais pas s'il faut dire géologique, mais en tout cas quelque part géomorphologique de la transformation de Beyrouth. Et je me suis rendu compte au fil des années, en suivant ces formes urbaines, qu'elles étaient justement de plus en plus interrogées, saisies par différents artistes. Et parmi eux, j'ai énormément d'admiration pour le travail de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, qui, vous le voyez à travers notamment leur œuvre qui s'appelle Unconformities, qui veut dire discordance, c'est-à-dire comment l'histoire géologique se trouve à certains moments face à des sortes de disjonctions, de rupture du temps normal, de la stratigraphie normale. Et quelque part, ces unconformities, c'est justement ce que les guerres produisent dans la géologie des villes. Et donc, ils ont tout un travail, on va dire, d'excavation, de recréation de carottes qu'ensuite ils refabriquent, qui sont exposées dans des musées. Donc, vous allez avoir à Beaubourg, vous allez avoir au McVal, bon, et dans d'autres musées européens et américains, des éléments de leur travail qui, quelque part, justement, interrogent d'une manière, qui interroge cette question de la géologie, c'est-à-dire la manière dont sont enfouies les strates de l'histoire libanaise, avec tous les sacrifices que cela implique, toutes les pertes mémorielles. Et leur idée, c'est de se dire, mais chaque fois que l'on va creuser ces espaces, on récupère des fragments de cette mémoire disparue. On peut essayer d'interroger la violence de l'histoire dans ce qu'elle fait véritablement au sol. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans cette œuvre. Mais alors, Eric, l'idée de faire passer un concept d'une science dure à la psychologie ou aux sciences humaines, c'est aussi de décrire des phénomènes qui, même s'il est né à Beyrouth, c'est de décrire des phénomènes qu'on pourra avoir ailleurs. Comment tu vois ça à Martigues ? Voilà, alors donc Martigues, c'est ma ville pas de naissance, parce que je suis né à Marseille, mais j'y ai vécu jusqu'à 18 ans. Mon père travaillait dans les industries chimiques qui sont, vous voyez, à côté du port de Martigues. Là, vous voyez aussi un réservoir de produits hydrocarbures. Donc moi, je suis un peu un natif de cette ville que, pour moi, ce paysage industriel a toujours été normal, si vous voulez. Alors que pour des personnes qui viennent de l'extérieur, au contraire, c'est souvent perçu comme quelque chose de choquant. Il y a des cheminées, des torchères qui brûlent les gaz issus des processus chimiques. Donc, ça donne presque un visage d'enfer à cette ville. Et donc, il y a des écrivains qui ont mis en avant cela. Et donc, plus récemment, je me suis justement quelque part interrogé de manière réflexive sur ma ville, notamment dans ce contexte de l'Anthropocène. Mais alors, c'est un Anthropocène, j'allais dire, qui se manifeste d'une manière très différente de Beyrouth. D'abord,
quelque part, Martigues, vous voyez ce chenal qui traverse entre la Méditerranée et l'étang de Berre, c'est un chenal artificiel. C'est en soi, bon, c'est pas aussi grand que le canal de Suez, mais en fait, finalement, c'est quelque chose d'aussi spectaculaire comme geste d'aménagement, comme geste d'aménagement du territoire et de transformation. Et c'est une forme de violence, on peut dire, au territoire. On a asséché des marais, on a détruit des systèmes historiques où les pêcheurs avaient ce qu'on appelle des bordigues qui capturaient les muges qui allaient entre la Méditerranée et l'étang de Berre. Et donc tout cela a disparu à travers ces très importants travaux. Mais il y a eu aussi, avec toutes ces usines, une pollution très importante qui aujourd'hui est très forte dans la région. Et donc récemment, je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'artistes, mais aussi de sociologues, d'enquêteurs, d'anthropologues, de philosophes, avaient écrit sur ce sujet et quelque part interrogeaient justement cet anthropocène tel qu'il se vit au quotidien dans une ville comme Martigues. Et donc à la différence de Beyrouth, où il y a une temporalité accélérée des destructions que Camille a évoquées tout à l'heure, à Martigues, cette temporalité de transformation, je la qualifierais comme une forme de temporalité lente, mais qui est aussi finalement ce qui imprègne nos vies aujourd'hui. Nous vivons dans des milieux altérés, mais nous y vivons. Il s'insinue aussi dans nos corps, donc à Martigues. Et donc ça, c'est un des sujets du livre aujourd'hui, qui est écrit par Claire Dutray. Claire Dutray, c'est d'ailleurs une auteure qui va présenter demain un autre livre qui s'appelle Vivre en arsenic. Et donc, à Martigues, elle s'est intéressée, alors à travers Eurydice et l'opéra de Verdi, justement à lire le paysage martégal et ces fameuses torchères dont je parlais, comme les bouches de l'enfer. Alors, il y a d'autres livres sur lesquels j'ai un petit peu fait des commentaires. Donc, il y a notamment le magnifique livre de Mathieu Duperex qui s'appelle Voyage en sols incertains, enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi. Et justement, ces deltas, ces deux zones subsidantes, vous voyez, ça nous raccroche à cette thématique. Mais c'est aussi deux zones on trouve aujourd'hui un sédiment très particulier, le pétrole, qui est partout dans le delta du Mississippi et qui est aussi partout, justement, en tout cas sur la partie est du delta du Rhône, notamment avec ses usines, ses raffineries, etc. Et donc vous voyez que ça crée aussi des connexions entre ces lieux. Et puis alors le troisième livre, Hot, le jardin des gens de mer, Histoire d'une disparition, c'est l'architecte Sophie Bertrand Balanda qui s'interroge en fait sur un lieu qui avait été construit au milieu de cette zone industrielle, un hôtel où venaient séjourner soit les marins, soit des gens qui venaient de passage travailler dans ces usines. Mais ce lieu avait été aussi approprié dans la culture locale. C'était un restaurant, c'était un lieu où les gens organisaient des mariages, etc. Et comme ce lieu était situé dans la zone Céveso, c'est-à-dire la zone potentiellement exposée à un risque d'explosion, puisque c'est très dangereux la chimie, donc finalement, on a décidé de détruire cette zone. Et donc dans ce livre très attachant, elle interroge la manière dont les gens ont vécu avec ce lieu industriel, au milieu de ce lieu industriel, et les traces mémorielles de cette disparition. Donc voilà. Donc, j'ai écrit quelque part dans la revue Métropolitique un petit commentaire de ça, mais ça nous montre les liens que j'établis entre finalement Beyrouth et Martigues. Ah oui, et alors donc pour juste rebondir une dernière fois sur ce lien entre Beyrouth et Martigues, vous voyez ici cette autoroute qui est là, voilà, cette route-là. Et les quartiers qui entourent cette route ont été dessinés par l'urbaniste Michel Écochard dans les années 60. Il y a à Martigues, on appelle ça la ZUP. C'est une architecture assez brutaliste, dont d'ailleurs récemment un immeuble vient de s'effondrer, miné par des infiltrations. Donc il y a un petit côté épave, mais la différence entre Michel Écochard à Beyrouth et Michel Écochard à Martigues, c'est que Michel Écochard à Martigues a réalisé ses plans. Alors qu'à Beyrouth, ces plans sont presque comme des fantômes qui hantent la mémoire. Et quelque part, les Beyrouthins souvent se disent « Ah, mais
nous, notre ville n'a pas été bien urbanisée. Les plans des cochards ont échoué. Hein. Et donc, il y a aussi une sorte de paradoxe étonnant dans ce lien entre Martigues et Beyrouth. Oui, et cochard est un mot qui revient chez les Libanais. Parfois, ils ne savent même pas que c'était un urbaniste, architecte. Et c'est des plans qui sont dans les administrations et qui empêchent parfois de construire ici ou de vendre tel terrain ou ça impacte le foncier, de manière, comme le dit Éric Fantôme. Donc, le plan n'a pas été implémenté ou mis en œuvre, mais comme il est dans les tiroirs de l'administration, il empêche certaines choses de se faire et donc il informe la ville de manière un peu souterraine. Alors peut-être pour conclure, hein, je voudrais interroger Camille sur ce qui me semble un paradoxe ou une sorte d'aporie de la notion de subsidence. Comme tu l'as dit, dans la notion de subsidence, il y a un caractère irréversible. C'est un affaissement dont on ne peut pas se remettre. Et pour moi, au regard de l'histoire, ça pose une question, c'est-à-dire comment on vit, comment on réagit face à ça. Et il me semble que tant la révolution d'octobre que tu as vécue, que la période post-reconstruction du 4 août ont montré les capacités quand même d'une certaine société civile libanaise, mêlant des activistes, des universitaires, mais aussi beaucoup de gens ordinaires. Ils ont eu la capacité de s'organiser et par exemple de reconstruire largement les quartiers détruits. Pas complètement, parce que l'épave de l'électricité du Liban est restée une épave, une ruine, mais beaucoup d'autres endroits ont été reconstruits. Donc comment, Camille, tu peux, voilà, autrement dit, quelle figure d'espoir, quelle figure de mobilisation on peut mobiliser face à ce qui ressemble à une forme d'affaissement irréversible? Alors déjà, j'ai écrit ce livre en 2020-21, donc on était au Liban, à Beyrouth, au plus bas. La révolution avait échoué, on avait vécu de nombreuses catastrophes, un délitement total, un échec en fait du Liban. En plus, 2020, c'est le centenaire de la création du Grand Liban. Donc pour son centenaire, le Liban, en tant qu'État, on peut dire, a échoué. Et on était aussi individuellement et collectivement un peu au fond du gouffre. Ce que j'ai voulu faire avec Subsidence, ce n'est pas de dire que la résilience n'existe pas, que ce n'est pas un concept opérant. C'est un concept opérant. On peut être résilient, mais quand on ne l'est pas, on peut ne pas être résilient, mais ne pas être mort pour autant, ou vivre dans le malheur, ou vivre dans la catastrophe, ou dans l'angoisse, ou dans la tristesse permanente. On peut ne pas être résilient, ne pas se remettre d'un drame, mais continuer à faire des choses, continuer à vivre. Le côté irréversible et irrémédiable dont je parle, irrémédiable dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui ne comporte aucun remède, c'est un peu ce qui est perdu est perdu. Le centre-ville de Beyrouth, qui était un centre avant 75, qui était un centre-ville bouillonnant, multiculturel, cosmopolite, une ville méditerranéenne dense avec une vie et des cultures incroyables qui se rencontraient là, et un commerce, une économie, une production intellectuelle et urbaine fantastique, est aujourd'hui devenu un grand terrain vague. Pas parce qu'il a été détruit par la guerre du Liban, il a été bien amoché par la guerre du Liban de 75-90, mais parce qu'il a été détruit par son entreprise de reconstruction. Paradoxe. Aujourd'hui, le centre-ville de Beyrouth ne reviendra pas. Ce qui est perdu est perdu. Aujourd'hui, il y a des quartiers vivants à Beyrouth et qui rappellent un peu ce centre-ville. Un de ces quartiers-là est le quartier qui a été soufflé par l'explosion du 4 août. Mais le centre-ville de Beyrouth ne reviendra pas, je ne pense pas. On pourra peut-être le reconstruire un jour, ce sera comme Solidaire, l'entreprise de reconstruction l'avait rêvé, un centre-ville de riches ou un terrain vague ou, je ne sais pas, aujourd'hui c'est un grand parking. Donc ce qui est perdu, c'est ça la subsidence aussi. Alors vous voyez, Beyrouth nous inspire des réflexions qui sont souvent tristes. Je pense que là, il est temps de vous donner la parole, peut-être pour des questions. On a encore un quart d'heure, 20 minutes avant de terminer cette table ronde. Donc, voilà, c'est un peu à vous de, voilà, peut-être d'interagir, de nous poser des questions sur le thème de cette table ronde. Oui, levez-vous, s'il vous plaît, et parlez, parce qu'il n'y a pas de micro, je crois, pour le public.
Vaste question. Sur la première partie, sur la remarque, oui, c'est vrai que tout le monde ne se pose pas la question sur le fait est-ce qu'on est résilient ou on ne l'est pas. Surtout qu'il n'y a aucun travail de fait, ni thérapeutique, ni de mémoire. Les livres d'histoire du Liban, les manuels scolaires, s'arrêtent en 1946 avec le départ du dernier soldat français. À partir de 1948-46, l'histoire s'éclate. Elle est racontée par les communautés, les clans, les familles, et maintenant, avec les réseaux sociaux, par les individus. Donc, il n'y a pas d'histoire du Liban. 1946. Tout ce qui s'est passé de 1946 à 2024, ça donne une idée un peu de la divergence des points de vue sur ce qui se passe au Liban. Ces monuments, par contre, puisqu'on revient aux monuments dont vous parliez, rappellent aux Libanais, tous, quand on montre une photo d'un de ces bâtiments, je sais pas, on peut remettre n'importe lequel, la Tour Meur ou le Holiday Inn, tout le monde voit, les connaît, ils sont très présents dans la ville. Ils sont vraiment comme un monument, comme une tour Eiffel, comme une tour de la liberté. Tout le monde dans la ville les connaît, les voit, sait ce qu'ils racontent, sait ils savent ce qui s'est passé là, quoi que ça leur évoque, ils les connaissent et ils savent ce qu'ils représentent. Ils ont vraiment une fonction de facto de mémoriel. Et même plus, et ce bâtiment-là incarne au fond une forme de réappropriation même de ces ruines. Ce bâtiment, depuis la fin de la guerre civile, d'abord en fait, il avait été terminé juste avant la guerre civile et donc sa fonction notamment de cinéma n'a jamais pu avoir lieu. Mais par contre, cette espèce de coquille magnifique qui fournit comme une salle de spectacle a été beaucoup réutilisée, alors pour différents usages complètement informels, des rave parties, etc. Et donc dans les années de reconstruction là pendant la Révolution par exemple, des universitaires venaient tenir des sortes de classes ouvertes pour discuter de l'avenir du pays. Les gens grimpaient dans ce lieu, etc. Et donc ça illustre quand même comment le maintien de cette architecture très, très curieuse dans la ville était devenu quand même dans un moment et un lieu de la vie quotidienne de beaucoup de gens. Tout à fait. D'ailleurs, tout le centre-ville a été complètement réapproprié par les Libanais. Ce grand parking qui est à côté de cet œuf, on l'appelle l'œuf, pendant la Révolution, Beyrouth a repris, le centre-ville de Beyrouth a repris des aires de ville. Il y avait bien sûr les gens qui étaient là pour manifester, mais il y avait aussi des vendeurs de maïs, il y avait des vendeurs de livres d'occasion, il y avait une estrade, une scène improvisée avec des haut-parleurs où il y avait de la musique, des chansons, parfois des chansons politiques et révolutionnaires, mais parfois juste des chansons. C'était pendant 3-4 mois, les gens qui ont connu le Beyrouth d'avant, des vendeurs de café, ont retrouvé, sans les bâtiments, cette ambiance du Beyrouth centre, de cette ville vibrante. Elle était chez les gens, mais elle n'était plus dans l'espace public. Elle est revenue pendant 3 mois dans l'espace public, avant que la classe politique libanaise ne réussisse, avec toutes les ressources dont elle dispose, du soft power et du hard power, un bon mélange, de ramener les gens chez eux, en leur faisant peur, entre autres. Alors, d'autres questions? Oui, madame, et puis il y a une question au fond aussi. D'abord, à vous. On va prendre les deux. Comme ça. Parlez bien fort pour ceux du fond, s'il vous plaît.
on va prendre la deuxième question au fond et on va répondre aux deux ensuite ensemble. Merci. Alors, effectivement, je pense qu'une des questions pour la reconstruction de Beyrouth, ça a toujours été notamment son lien avec l'archéologie et avec ces villes enfouies. Hein. Et en fait, c'est vrai que dans l'histoire, les villes successives ont toujours enfoui celles qui les ont précédées, que ce soit parce qu'il y a eu des tremblements de terre ou des tsunamis, que ce soit parce qu'il y a eu des guerres et que donc les conquérants ont détruit et ont reconstruit avec les ruines. Souvent, d'ailleurs, il y avait du remploi. Hein, on récupérait des morceaux de colonnes que l'on va trouver dans des églises, etc. Et donc, c'est vrai que quelque part, l'obsession d'une partie des personnes qui pensaient l'histoire de Beyrouth, ça a été de dire il faut que dans la reconstruction, on voit les ruines archéologiques. Et d'ailleurs, dans le projet de Solidaire, il y a des endroits où on a mis en évidence des ruines archéologiques. Et en même temps, moi, je pense que à certains moments, ouvrir des chantiers archéologiques, ça a été aussi un prétexte pour détruire la dernière couche, celle qui en aurait pu reconstruire, en fait, et qui évoquait les lieux. Donc il y a une sorte de paradoxe de ces histoires enfouies, et chaque fois que l'on va chercher un niveau, d'abord, le niveau qu'on sélectionne et qu'on met en évidence, il oblitère tous les autres. Et donc, le problème de l'archéologie, quelque part, c'est quelle référence on privilégie. Alors pour l'appropriation du concept de subsidence en termes de sciences humaines, je vais y revenir, mais la subsidence est déjà dans les agendas en tant que concept géologique chez les bailleurs. Tout le monde en parle. C'est une des questions fondamentales. En fait, la subsidence vient soit de l'extraction des ressources du sous-sol qui fait que la ville s'enfonce, ou des phénomènes de changement climatique avec les sécheresses successives qui font que le sol s'enfonce, etc. Donc Jakarta, par exemple, s'enfonce à cause de l'entrée des eaux. New York s'enfonce à cause du poids des bâtiments. C'est un phénomène dont les bailleurs se sont appropriés avec les études climatiques et les politiques climatiques. Sur le plan que je propose de faire passer cette subsidence de la géologie à l'humain, pas encore, c'est nouveau. C'est un petit livre, c'est une proposition que j'ai lancée. Idéalement, j'aimerais que les gens se l'approprient. Cela dit, à Beyrouth, j'ai été invité pour en parler à plusieurs colloques qui ont commencé à en parler de manière transdisciplinaire. J'ai été invité, par exemple, par l'Association libanaise de psychanalyse à parler de ce concept de subsidence. Donc, quand j'ai commencé à leur parler, j'avais une assemblée de psychanalystes devant moi, c'était un peu intimidant. Ils m'ont dit, au début, ils ont été un peu Exactement. Au début, ils ont été un peu dubitatifs puisqu'ils sentaient que je venais sur leur terre, que je proposais un concept de psychanalyse alors que moi, je ne suis tout sauf un psychanalyste. Et quand j'ai repris la parole, je leur ai dit non. Imaginez que je suis un patient et que je viens avec ce mot vous raconter une situation dans laquelle je suis. Et là, ils ont été beaucoup plus avenants, beaucoup plus coopératifs, et ils m'ont dit oui. Ce concept existe en psychanalyse, il s'appelle une adaptation pathologique. Donc, on s'adapte de manière pathologique, c'est le contraire de la résilience. On s'adapte à une situation d'agression permanente, à un viol, à un traumatisme, à un accident ou à plusieurs, et à une situation, pas un événement, et on s'adapte de manière pathologique à cette situation. Eric pourrait parler beaucoup plus longtemps d'électricité au Liban, mais en 2020, il n'y avait plus d'électricité. La Beyrouth était dans le noir total. Aujourd'hui, quand on regarde Beyrouth des collines avoisinantes, elle est illuminée. Il y a des panneaux solaires.
Donc, il y a des panneaux solaires, mais il y a aussi beaucoup de générateurs au diesel. Aujourd'hui, chaque immeuble, chaque quartier a son générateur au diesel. Donc, Beyrouth est illuminée par des générateurs privés au diesel. Si on regarde Beyrouth en la voyant illuminée, on se dit c'est de la résilience. Non, c'est une adaptation pathologique, c'est de la subsidence. Bon, j'ai aussi présenté le concept à un colloque d'humanité médicale où, dans la même veine, j'ai parlé de ces questions. Et il m'a été rapporté que l'idée a été citée par des gens qui ont assisté à ces deux conférences, dans d'autres conférences. Donc le concept est en train de circuler. Il est encore dans des publications grises. Mais bon, c'est une idée que j'ai lancée. Et comme vous voyez, je l'ai lancée de manière littéraire. C'est une fiction, ce n'est pas un essai. Je voulais absolument pas, je n'ai aucune légitimité à faire un essai sur la question. Et donc, j'ai inventé un personnage qui, elle, a fait un essai ou une proposition. Alors d'ailleurs, Camille signera tout à l'heure, dédicacera son livre au salon du livre. On arrive un peu vers la fin de la discussion. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, on peut peut-être la prendre et essayer d'y répondre rapidement. Oui. Derrière vous, il y a une question, pardon. Par rapport à l'Holiday qui est derrière vous, là, je me demandais quels avaient été les usages de ce bâtiment depuis qu'il est dans cet état. Parce qu'on a entendu que l'œuf avait été réinvesti. Donc, est-ce que vous pouvez... Alors, le Holiday Inn est fermé au public. Il venait d'être inauguré avant la guerre de 75. Il était au centre de la première bataille de la guerre de 75. C'était la bataille des hôtels. Les miliciens se battaient de chambre à chambre et entre le Holiday Inn et la Tour Mor. Donc, c'était une des premières batailles qui a vraiment initié la guerre du Liban, qui, à mon sens, n'est pas terminée. Aujourd'hui, c'est une caserne militaire. Il a été investi par les miliciens longtemps. Il n'a jamais été, à ma connaissance, investi de manière artistique ou par le public, comme a pu l'être l'œuf ou la Tour Mor. Il y a une façade là du Holiday Inn qu'on ne voit pas, qui est la façade est. Elle est taguée de haut en bas par un artiste connu à Beyrouth dont j'oublie le nom. Mais je peux le retrouver. Et donc pour taguer ce bâtiment, il n'a pas pu le taguer de manière sauvage. Il a dû construire un échafaudage. Il a dû avoir une certaine collaboration pour le faire. Et il a fait des tags dans un style qui est reconnaissable partout en ville, au niveau des murs. Mais là, c'est vraiment de manière monumentale, autour des trous d'obus. Voilà, alors merci beaucoup. Je crois qu'on est obligé de s'arrêter maintenant, mais on est prêt à continuer à discuter avec vous en sortant. Merci.